Lutte kurde, ici et ailleurs, le podcast. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lutte kurde. Aujourd'hui, nous accueillons Elie Guillou. Elie Guillou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui, jour de sortie de votre livre L'homme tempéré, aux éditions La Belle Étoile. Donc vous êtes écrivain, musicien, metteur en scène et vous faites partie du collectif Chants Funérailles qui intervient lors de cérémonies funéraires. En 2012, vous vous rendez dans le sud-est de la Turquie afin d'y rencontrer des dengbeş, donc des chanteurs traditionnels. Est-ce que déjà vous pouvez un peu plus nous expliquer ce que sont les dengbeş et puis quel était le lien avec votre pratique à l'époque ? Alors les dengbeş, on peut les présenter comme des chanteurs ou comme des conteurs. C'est des gens qui racontent et ils racontent en chantant. Ils avaient une fonction de ce qu'on pourrait associer ici aux bardes, et ils avaient une fonction de colportage de mythes, de légendes, d'actualités et aussi de vocabulaire, ce que j'ai découvert un petit peu plus tard. Et ils sont un genre de ferment très important dans la culture kurde, à tel point que à Diyarbakır, quand la municipalité a été ou conquise par le mouvement kurde, une des premières choses qui a été faite, ça a été de créer une maison des dengbeş dans laquelle on peut se rendre tous les jours et où les dengbeş peuvent se retrouver et échanger en fait des fragments de ce patrimoine oral qui a été longuement empêché dans les années 80 et même avant. Et donc il y a tout un mouvement de réappropriation de ce patrimoine et de retransmission de génération en génération, et qui est très intéressant à suivre. Et vous, quelle était la raison pour laquelle vous avez souhaité les rencontrer ? En fait, au départ, c'était sur une anecdote assez mal racontée par mon camarade Gaël Leny, qui est photographe et qui est militant de la cause kurde depuis longtemps. Et à cette époque-là, moi, j'avais un projet qui était de faire chanteur public en France. C'est-à-dire que je décidais d'écrire des chansons à la demande, en fait. Donc, d'écrire sur mesure par rapport à une situation qu'on me présentait, etc. Et Gaël m'a dit, mais c'est exactement ce que font les dengbeş, ce qui n'est pas vrai du tout. et donc, moi, je sortais d'une longue maladie à ce moment-là, j'étais un peu désœuvré, et il m'a dit, mais moi, je vais là-bas, si tu veux, en novembre et tout ça, en 2012. Il m'a dit, si tu veux, viens avec moi. Et donc, je l'ai suivi. Justement, du coup, voilà, vous écrivez « Lorsque Gaël m'a proposé de le suivre dans ce voyage au Kurdistan, il ne m'a pas parlé de politique. Il a simplement mentionné les dengbeş, des chanteurs-conteurs kurdes, dont la pratique semble proche de ce que je veux faire en France. Alors vous, à ce moment-là, vous n'êtes pas politisé sur la question kurde quand vous décidez de vous rendre en Turquie. Si vous arrivez à vous replacer à ce moment-là, avant ce voyage, de quoi est-ce que vous avez conscience, connaissance ? De rien, vraiment de rien. C'est-à-dire que moi, je suivais un copain qui allait faire un atelier de photographie dans le quartier de Benoussen. C'était tout ce que je savais. Et je sais pas si c'était volontaire ou involontaire de sa part, mais il ne m'a pas fait de pitch, quoi. Donc, ça a commencé un petit peu à l'aéroport quand j'ai rencontré son collègue François Leget. Et là, lui qui est plus politisé, etc., beaucoup plus que moi, il m'a dit, mais tu sais quand même où tu mets les pieds, etc. Donc, ils ont commencé à me raconter un petit peu. Mais c'était comme ça, quoi. Et donc, au final, ça a été très précieux parce que quand je suis arrivé là-bas, j'avais aucun a priori idéologique sur rien. Moi, j'allais en voyage touristique. Ce qui est absurde quand on se replace dans le contexte. En 2012, il y avait un grand mouvement de grève de la faim dans les prisons, des prisonniers politiques kurdes. Et au moment où on est arrivé, le mouvement gagnait en intensité. Parce que les prisonniers politiques arrivaient je crois que c'est au 45e jour, où les dommages qui sont faits à l'organisme sont irréversibles, notamment sur la vue. Et donc ces prisonniers politiques réclamaient le droit de se défendre en kurde devant leurs juges. Et donc moi je découvrais des manifestations de soutien dans la ville, au début petites et puis plus grosses, etc. Et donc c'est en étant plongé directement dans la vue en fait des choses que je suis rentré en contact avec le mouvement, et pas par un livre ou par un discours. Et ça a changé, je pense, beaucoup de choses. Alors,
Ce que vous dites, ça me donne envie de rebondir sur deux choses. Déjà qu'il y a un film qui retrace des grèves de la faim dans des prisons en Turquie, avec tout ce que vous expliquez sur le fait qu'il y a des conséquences irréversibles sur l'organisme, sur le fait que les prisonniers le font parce qu'ils ont besoin de pouvoir se défendre en kurde. Donc voilà, c'est un film qu'on peut conseiller qui s'appelle 14 juillet et qui est en libre accès sur YouTube. Et l'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est par rapport au fait que vous étiez béotien, c'est-à-dire que vous ne saviez rien de la situation. Et je pense que, et c'est un biais cognitif connu, quand on connaît quelque chose, on a du mal à se replacer du côté de la personne qui est non sachante. Et je pense que c'est important de rappeler, notamment pour les personnes qui sont déjà un peu ou beaucoup politisées sur la question kurde, que la plupart des gens sont comme vous l'étiez en 2012, c'est-à-dire avec une absence totale de connaissance de la question kurde, et que ça justifie qu'il y ait encore un énorme travail pédagogique à fournir, parce que la plupart des personnes, notamment en France, ne savent pas que cette question-là est une question importante. Et par rapport au livre, en fait, c'est le parti pris du livre, c'est-à-dire de suivre, de retracer le parcours pas à pas depuis 2012 jusqu'à 2017, en fait. Et donc de pas se placer depuis aujourd'hui, ce que je sais aujourd'hui, et c'est un des conséquences stylistiques, c'est que je raconte tout au présent, en fait. Donc quelqu'un qui ne sait rien sur la cause kurde peut prendre le livre et il va découvrir en même temps que moi certaines choses, quoi. Lors des voyages au Kurdistan, vous en ferez plusieurs, mais en tout cas, j'imagine que ce premier voyage, il a une dimension particulière pour vous, puisqu'il représente un point de bascule. Quand vous repartez de là-bas, de quoi vous avez pris connaissance? Qu'est-ce qui a changé pour vous? En fait, le moment clé, en fait, le moment dramatique, même au sens presque scénaristique du terme, c'est une des manifestations à laquelle on a assisté. Et moi, pourquoi j'ai été à ces manifestations, moi qui étais là pour la musique, parce que j'étais avec des photographes, quoi. Et les photographes, ils doivent être près de ce qui se passe pour documenter, puisque c'était aussi leur mission, pour une association qui s'appelle Amitié Kurde de Bretagne, qui est basée à Rennes et qui est très active dans la défense des droits culturels et politiques des Kurdes. Et donc, j'étais à cette manifestation dans le quartier de Balar, et ce jour-là, la répression a été, comme elle est toujours, mais qui était pour la première fois, pour moi en tout cas, extrêmement féroce. Et le hasard a voulu que, au moment où la police, l'armée, les forces supplétives, enfin tout ce qui constitue l'appareil sécuritaire de l'État, a commencé à charger la foule, en fait, je me suis réfugié, guidé par des gens dans une petite cage d'escalier, et de là on a vu dans la rue un adolescent se faire probablement tuer, même si j'ai jamais eu le fin mot de l'histoire, par 2, puis 4, puis 6, puis 10, enfin, de ces hommes. Et dans l'entrebâillement de la porte, j'ai vu la scène, en fait. Et cette manière-là, il y a eu le choc d'assister au meurtre, et puis il y a eu la manière. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était frappant. C'était la manière qu'ils avaient de communier, en fait. Il y avait un délice dans la manière de faire ça. Et là, j'ai compris, peut-être en une image, qu'est-ce que ça pouvait être le nationalisme. C'est-à-dire, en anthropologie, on dit qu'une communauté, ça se fonde sur le rejet d'un tiers, quoi. Et là, c'était très criant. Ils se liaient entre eux en tuant l'autre, quoi. Et le fait est que le fait de commencer par une image, ça a ancré une certitude. C'est-à-dire qu'il y avait là un truc complètement vrillé, c'était le nationalisme. Et c'est après seulement que j'ai complété par des lectures, avec la chute de l'Empire ottoman, la création de l'État turc, et cette volonté de créer une identité au forceps et à la hâte, quoi. Mais j'aurais commencé par les livres, je sais pas ce que j'aurais vécu, impossible à dire. Mais voilà, ça a été le point dramatique. Et donc quand je suis revenu du Kurdistan, j'avais avec moi différents sentiments au-delà du choc, c'est-à-dire de honte un peu et de dette. Le fait de voir quelque chose et de ne pas intervenir, ça creuse quelque chose de la dette, quoi. Voilà. Alors vous le décrivez très bien, hein, ça suscite en vous des sentiments qui sont mêlés. C'est à la fois un choc émotionnel, une dette, une urgence. C'est quelque chose qui bouleverse, qui traverse de part en part le corps et qui habite du coup la personne. Et vous rentrez en France avec tout ça à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous en faites? Parce que c'est très difficile. On le dit aussi pour les personnes qui travaillent dans les métiers humanitaires. On leur conseille d'avoir des phases de transition parce qu'ils ont été au cœur de l'urgence et puis ils reviennent dans une société qui est insouciante. Et ça, c'est difficile, ce contraste à vivre. Oui, j'ai
moi, j'étais pas du tout accompagné sur ça. J'avais personne dans mon entourage qui vivait des choses comme ça, etc. Et donc, j'ai mis des années à décoder. Et c'est que au mois de mai dernier, j'étais assisté à une rencontre avec des grands reporters de Libé qui sont aussi écrivains comme Serge Chalandon et Olivier Weber. Et ils ont dit une phrase toute simple qui dit être témoin, c'est être victime, quoi. Et en fait, c'est dit très simplement, mais moi, je ne l'avais pas entendu, cette phrase. Et donc, c'est long de se considérer comme ça. Et puis, c'est aussi dérisoire par rapport à ce que vivent les victimes. Donc, il y a quelque chose comme ça un escalier à respecter, quoi. Mais chacun doit gérer son intériorité. Et en fait, quand je rentre en France, le contre-coup, quoi, je pensais que mon émotion, mécaniquement, elle allait gagner mon entourage, etc., qui allait me faire confiance. Et pas du tout. En fait, il y avait une forme d'indifférence, ou quand c'était pas de l'indifférence, d'attention un peu polie, un peu vague, et en tout cas très inconstante, quoi. Une indignation très brève, et puis hop. Et ça a été un long chemin. Enfin, c'est l'autre chemin que raconte le livre, c'est comprendre c'est quoi les raisons de cette indifférence. Pourquoi ce qui me semble être un cataclysme là-bas, quand j'arrive et que je le partage, c'est un fait divers, quoi. C'est où la perte, en fait? Et comment on comble cette perte-là? Voilà. Et ça, c'est un autre des éléments. Et le dernier, ce serait le fait que quand on rentre, on se fait boire tranquillement par la tranquillité, quoi. Moi, je viens d'un milieu tranquille, enfin très privilégié, donc j'ai pas l'urgence est quelque chose de très lointain. Et j'ai été au point où je sentais en moi la possibilité pas d'oublier, mais de ranger ça, quoi. Et là, il y avait la honte. Et c'est très différent de l'indignation et la honte, quoi. La honte, ça colle. Et donc, il y a eu une espèce de phénomène de refus de ce rangement, et donc je suis reparti. Puis encore. J'ai fait 6 voyages, le livre en raconte 3, parce que littérairement c'était une meilleure forme, quoi. Mais voilà, donc ça a été un long chemin, quoi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ces voyages que vous avez fait après? Je vais raconter ceux qui sont dans le livre parce qu'ils structurent peut-être un peu plus simplement les choses. Il y a eu un voyage en délégation politique. Donc là, j'étais pas seul et j'étais entouré par des gens de l'association Amitié Kurde de Bretagne, qui étaient plus ou moins aguerris en fait à tout ça, puisque la délégation, elle intègre des nouveaux, des gens qui connaissent un peu, des gens très actifs, etc. Et il y a une transmission qui se fait à l'intérieur des groupes comme ça. Et là, c'était le projet était d'aller au Rojava sur la ligne de front et d'écouter ce que le mouvement avait à nous dire, ce que les habitants avaient à dire, et de le rapporter en France. Donc c'est un objectif assez modeste, quoi, mais qui a cette vertu qu'a le voyage, c'est-à-dire qu'on est le nez dans les choses, et donc il y a des choses qu'on ne peut pas contourner. Et le point d'orgue un peu de ce moment-là, ça c'était en 2015, c'est une visite sur la ligne de front. Donc là, on rencontre les combattants. Il y a le No Man's Land et de l'autre côté, donc c'était l'État islamique, quoi. Et à la fin d'une visite, on doit serrer la main à tous les combattants en ligne. Et là, le sergent qui avait déjà un peu préparé le terrain pour moi, je sais pas, et j'ai appris par la suite que ça se faisait souvent, quoi. Il m'a posé la question devant les autres. Il dit mais toi, pourquoi tu prends pas les armes et tout? T'as été bien bâti et tout ça, tu pourrais. Et donc il a fallu justifier. Et c'est injustifiable. Je dis mais il y a ma famille qui m'attend. Il dit mais eux aussi ils ont une famille, quoi. Je dis mais moi je suis pas combattant. Et ils disent mais eux non plus, on te formera, c'est pas un problème. Et jusqu'au moment où on arrive au point, on dit mais tu es pas contre l'État islamique? Il dit si. Et il me dit mais alors. Et là ça change encore de niveau, parce que être activiste c'est une chose et être combattant c'est tout autre chose, quoi. Et il y a eu ce sentiment, et que j'ai retrouvé beaucoup par la suite chez d'autres activistes et au sein de la communauté kurde, c'est-à-dire il y en a qui vont au bout de leur engagement, qui se sacrifient, quoi, qui meurent. Et donc comment les autres se placent par rapport à ça, quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec le sacrifice de l'autre? Qu'est-ce qu'on fait de cet engagement? Ça traverse la pièce de théâtre qu'on a fait avec mon ami Aram Tashtekin, qui est un comédien de Diyarbakir et qui est arrivé en France en 2017. Et l'histoire du spectacle, c'est son cousin part à la montagne, et lui, qu'est-ce qu'il fait? En gros, c'est ça le chemin. Et donc après, il y a comment moi je trouve ma place dans ce rapport de force gigantesque qui dépasse tout le monde, qui a un rapport de force géopolitique entre différentes grandes puissances, etc. Il y a les États-Unis, la Russie, il y a la Turquie, il y a l'Iran, etc. Il y a le Qatar. Donc et puis
et à nous avec notre force très limitée, quoi. Alors ce livre, il raconte votre prise de conscience, mais surtout votre transformation intérieure. Vous vous décrivez, c'est le titre de livre, comme un homme tempéré. Et là, tout d'un coup, c'est un terme qu'on a déjà employé, mais il est important, vous vous sentez investi d'une forme d'urgence. Oui. Comment est-ce que vous avez réussi, ou pas d'ailleurs, à ce que ce changement intérieur puisse infuser vers l'extérieur ? Je pense que c'est un mouvement qui a pas une fin, ni intérieure ni extérieure. C'est dynamique et il y a différentes tentatives qui sont faites pour essayer de lui donner une forme, en tout cas de le partager et pour moi il y a eu des tentatives ratées. Par exemple, on m'a demandé de faire venir un enfant qui avait une maladie, une bêta-thalassémie majeure, etc. En France pour une opération. J'ai pas réussi. Il y a quelque chose qui s'est pas fait, quoi. Donc il faut porter ça. Il y a eu des choses faites collectivement avec des associations. Et puis donc moi, petit à petit, finalement, j'ai replacé la chose dans ce que je sais faire, c'est-à-dire écrire, quoi. Et donc depuis 2015, j'ai écrit un premier livre avec les deux photographes, Gaël Leny et François Leget, qui s'appelle Bénoussen, de photos et de textes. Il y a eu 2 pièces de théâtre, et puis là c'est le deuxième livre. Et donc c'est ma manière à moi, on va dire, de prendre ma place dans la longue chaîne des actions qu'il faut pour essayer de peser dans ce rapport de force, même si c'est dérisoire, on le sait. Et il faut pas être écrasé par ça, parce que les grandes choses sont faites de petites choses, quoi. Donc on est une de ces petites choses et on connecte aux autres petites choses, et puis petit à petit, ça, on espère que ça va faire quelque chose, quoi. Et je pense qu'il y a quelque chose là, un maillon, en fait, de comment on va au-delà de l'indignation. Parce que l'indignation, c'est une espèce d'allumette qu'on craque, quoi. Et ça part très vite. On regarde un documentaire, on voit que les yézidis sont fait génocider à Shengal et tout, et puis après, on ferme la télé, quoi. Et on a peut-être un malaise, mais il dure pas. Et donc, la honte m'intéresse plus parce qu'en fait, elle dure, elle s'insinue, enfin, elle a un côté liquide. Elle laisse moins tranquille, mais ça peut pas durer non plus. Et dans le sens où c'est une passion triste, quoi. Elle ternit à la longue. Et donc la chose qui pour moi c'est l'action. L'action, elle est branchée sur la joie, même si elle rate, quoi. Même si elle est risquée, même si dans le livre il y a des choses réussies, des choses ratées, c'est pas grave, mais il y a un mouvement. Mais c'est ça, je pense. Alors ma prochaine question, elle sera double. Depuis que vous êtes allé au Kurdistan, quelles sont les certitudes que vous avez gagnées? Et parallèlement, quelles sont celles que vous avez déconstruites? Alors les certitudes, c'est un mot. Ou les croyances, peut-être. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu fort ce terme-là. En tout cas, c'est un mot qui est plus immobile. Je peux dire déjà ce que ça a fait entrer dans ma vie, quoi, dans ma pensée, c'est la lutte, vraiment. Et ce qui venant de mon milieu était pas une question. Moi, j'ai des parents artistes, on pourrait dire, socialistes des années 80, 90, 2000, etc. Pour qui la forme d'engagement, en tout cas ce qui m'a été transmis, la forme d'engagement dans laquelle j'ai grandi, c'est d'être en sensibilité au monde, en fait. C'est d'être ouvert aux opinions des autres, à l'esthétique des autres, aux souffrances des autres, etc. Donc c'est un engagement par la sensibilité. Mais la lutte, elle rentrait pas là-dedans. Et donc, ce que j'ai appris avec les Kurdes, c'est le rapport de force. Il y a un moment où dans le livre, François Leget me dit, mais ce qu'on appelle la paix, c'est pas qu'il n'y a pas de rapport de force, c'est juste que le rapport de force, il est équilibré, quoi. Donc, on désarme parce qu'on sait que en face, on va recevoir autant que ce qu'on inflige, ça vaut plus le coup, donc on trouve d'autres moyens. Et donc, c'est quelque chose à entretenir en permanence, en étant armé, d'une certaine manière. Et armé, ça veut dire militairement, ça veut dire médiatiquement, ça veut dire esthétiquement, philosophiquement, économiquement, etc. Et donc, comment on se place dans un de ces rapports de force ou plusieurs. Et puis aussi comment on essaye de trouver une éthique à l'intérieur de ça, quoi. Il y a un texte dans le livre qui s'appelle Tu ne tueras point, et je pense que là c'est le point. Il y a des moments où je me disais que j'écrivais le livre pour ce texte. Je suis à Diyarbakir en 2016 en mars, donc on vient de passer toute la période des couvre-feux à Sour, donc les gens ont été enfermés, bombardés, massacrés, etc. Et ce jour-là, ce matin-là, une bombe explose sous un autocar de police et il y a 7 policiers turcs qui meurent, quoi, brûlés.
Et autour de moi, mes amis à Diyarbakir se réjouissent. Et moi, je me réjouis avec eux. C'est tout à fait naturel, quoi. Et puis après vient le questionnement de dire, mais qu'est-ce que je fais, en fait, là? Est-ce que j'ai le droit de me réjouir? Est-ce qu'il faut condamner? En même temps, condamner est absurde. Il y a un rapport de force, il faut le soutenir. Si on le soutient pas, en face, il y a une réelle volonté d'écraser. Donc, comment on le soutient? Et en même temps, il y a cette volonté aussi de pas se laisser entraîner dans une abstraction, qui serait de dire 7 morts d'un côté, tant de l'autre. Ce qu'on voit souvent, en fait, dans les articles sur la cause kurde, on dit c'est 40 000 morts, etc. On dit pas de quel côté, c'est très vague. Et puis c'est abstrait, quoi. Et là où les écrivains ont un rôle à jouer peut-être, c'est d'être des garde-fous de cette abstraction, en racontant des vies individuelles, en racontant c'est quoi une vie, quoi. De toujours sous-peser ça. C'est quoi une vie qui se donne en allant au combat ou qui est prise, hein. Voilà, et ou détruite par des tas de moyens, en fait. Il n'y a pas que la mort dans ce cas-là. Voilà. Vous m'amenez directement à ma prochaine question. Donc vous avez écrit « Face à l'accumulation, mon empathie reste paralysée ». Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît en psychologie sociale, c'est-à-dire, je pense, moi, cette phrase, elle m'a beaucoup fait penser au naufrage en mer, où quand on retrouve un corps, très souvent, on est beaucoup plus ému que quand il y a des naufrages où il y a beaucoup de personnes qui meurent. C'est-à-dire que notre empathie, elle n'arrive pas à être proportionnelle par rapport au degré de l'horreur. Et je trouve que ce qui est compliqué avec la cause kurde, c'est que les horreurs se succèdent et que du coup, on a du mal à garder l'individualité de chaque événement. Comment est-ce qu'on peut, alors je suis pas très sympa parce que moi-même j'aurais pas de réponse à cette question, mais comment est-ce qu'on peut contrer ça? C'est une grande question. Il y a plusieurs choses parce qu'il y a la quantité, il y a la récurrence, et puis il y a l'identité des victimes. Sur ce dernier point, comme on est là rue d'Anguien où il y a eu quand même 3 morts, enfin au mois de décembre, juste avant Noël, j'étais en famille. Tout le monde dans ma famille sait, ça fait suffisamment d'années que je suis investi par toutes ces questions-là kurdes, etc. Et les médias l'ont, je trouve, plutôt couverte cet attentat, quoi, même s'il n'a pas été nommé comme ça. Mais autour de moi, personne m'a posé la question. Dans mes amis, personne m'a fait même un message, dire est-ce que tu connaissais des gens, sauf une. Et pourquoi? Parce qu'on avait bu un thé ici, en fait, 15 jours avant. Et donc, elle était dans les lieux, elle avait vu des visages, et c'est une personne sensible au demeurant, mais il y a plein d'autres gens sensibles. Et donc, il y a quelque chose comme ça de se dire, je sais pas, il y a quelque chose de dire, c'est des Kurdes, et donc, la profondeur de ce qui s'est joué, du drame, change selon la couleur de peau. Enfin, c'est donc ce racisme passif qui est en nous. Et quand je dis en nous, je m'intègre. C'est-à-dire que c'est pas cette question raciste ou la question machiste, etc. C'est pas des choses où on tond son jardin une fois et c'est fini, quoi. C'est un désherbage lent, etc. Il faut reprendre tout le temps. Et donc, comment on fait? Moi, je pense qu'il s'agit de réactiver toujours la rencontre pour que l'autre reste dans nos radars sensibles, en fait. Et là, on a besoin de podcasts, on a besoin de manifestations, on a besoin de livres, on a besoin de formes artistiques, on a besoin de débats politiques, on a besoin de chercheuses, de chercheurs, etc., etc. Et c'est un travail inlassable. Pourquoi on s'émeut plus aujourd'hui quand, je sais pas, il y a une tuerie dans tel endroit et pas dans tel autre, etc. C'est comment on est branché en identification avec les vies qui s'en vont, quoi. On est plus ému quand c'est notre voisin, parfois pas. Voilà. Et notre incapacité à l'admettre ne nous permet pas d'avancer dans le bon sens, en fait. Puisqu'on est dans le déni de notre propre racisme, de notre propre sexisme, et je suis complètement d'accord avec vous quand vous dites c'est en nous. Toute personne dans une société qui est globalement raciste et sexiste ne peut pas y échapper. Et à partir du moment où on n'a pas cette capacité à se dire que on l'est parce que la société l'est, on ne pourra jamais s'en défaire, en fait. Oui, c'est ça, c'est de penser, quand on dit je ne suis pas raciste, c'est que c'est un état. C'est un statut, quoi, qui est immobile. Et c'est pas immobile, on est tout le temps réactivé dans des choses, il faut toujours les désactiver, et puis c'est une hygiène, en fait. Et la première chose, c'est d'essayer de se rendre attentif à ce qui nous traverse, quoi. Une pensée raciste, ça vient très vite. Mais c'est une mouche qui passe. Et donc si on l'attrape pas,
on trouve des justifications, etc. Et on les attrape pas toutes. Mais quand on en attrape une, on peut un peu la regarder, voir ce qu'il y a dedans, etc. Et puis on l'écrase un peu. Et donc voilà, il faut sans cesse reprendre ce travail-là. Et il est lent, il faut y aller, je pense, très modestement et sans démagogie aussi. On va pas tout régler, etc. Et l'objectif n'est pas d'être monsieur parfait. Mais par contre, il y a une dynamique à essayer de maintenir, quoi. Et elle est complexe, voilà. Alors pour finir, je voudrais vous faire réagir à quelques extraits de votre livre. Le premier extrait. Alors, viens danser, ami des Kurdes, m'ordonne la fille en tendant ses deux mains dans ma direction. Son œil brille d'une intense malice. C'est l'une de ces beautés brunes à la vitalité condensée, comme on en rencontre souvent au Kurdistan, mais teintée ici d'une fantaisie plus extérieure, une liberté latine descendue dans les hanches qui donne à la silhouette un supplément de gourmandise. Moi, quand j'ai lu cet extrait, ça m'a fait penser au livre de Pascal Kramer qu'on a reçu aussi dans ce podcast et qui parle en fait de la difficulté, notamment des étrangers, à considérer les femmes comme des camarades et non comme des objets de désir. Et je dois dire que moi, maintenant que j'ai cette grille de lecture-là, quand je lis des textes, je me rends compte que très souvent les auteurs masculins abordent les femmes sous ce prisme-là, qui est celui de la désirabilité, qui a une description qui est très détaillée de leur attrait physique. Et bon, j'ai l'habitude, c'est ce qu'on appelle le male gaze, mais c'est vrai que ça me perturbe plus dans les livres sur les Kurdes parce que la question féministe est très mise en avant. Donc voilà, je voulais vous questionner sur cette thématique-là. Est-ce que vous pouvez comprendre que pour certaines femmes, c'est fatigant d'avoir toujours cette porte d'entrée-là sur la beauté en fait des femmes? Bien sûr. Je pense que c'est exactement lié à ce qu'on disait auparavant, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement à faire, quoi, pour combler ce fossé, quoi. On sait qu'on vit dans une société patriarcale, on sait qu'on est dans un conditionnement particulier de nos désirs, on sait qu'on est dans une société du désir aussi. Ou on le sait pas, mais en tout cas, il y a quelque chose là-dedans à faire évoluer le plus vite possible, etc. Et en même temps, il faut y aller, c'est ça, sans démagogie. C'est-à-dire qu'il faut, en tout cas, moi, mon parti pris dans le livre était de nommer ce qui m'a traversé, quoi. Même si c'est à mon désavantage. En ce sens que ça ouvre la porte à une dispute et que c'est plus honnête que de prétendre, etc., être complètement affranchi de ces questions-là, quoi. Là, l'extrait que vous venez de lire, il se passe place de la République à Paris, un soir d'hiver, quoi. Moi, je rentre de Bretagne, etc. Donc, avant même d'identifier, en fait, que je suis face à une Kurde, je fasse une rencontre dans la rue, etc. Et donc, et ça fait partie de la rencontre, quoi. Donc, il faut pas le nier. Et c'est vrai que il y a un fossé entre deux conceptions, et je pense notamment par rapport aux combattantes. Pour beaucoup de gens, le point de contact avec ce qu'on pourrait appeler la cause kurde, ça a été ces couvertures de magazines avec des combattantes. Il y avait même celle qui avait été surnommée la Angelina Jolie kurde. Voilà, donc c'était très érotisé, très romanticisé, quoi. Et ça a permis d'investir l'espace médiatique occidental à un certain endroit, quoi. Et donc il y avait un point de contact, mais tout autour c'est des projections très différentes, quoi. Nous, avec notre patriarcat, notre société du désir, etc. Et puis de l'autre côté, un mouvement qui a déjà largement déconstruit, en tout cas au sein du mouvement militant, ses relations, quoi. Et puis aussi, moi ce qui me frappe souvent, c'est que c'est l'individualité, elle est pas à la même, elle ne fonctionne pas à la même fréquence. Elle est au service d'une communauté et d'une communauté très concentrée sur un objectif qui est une guerre de libération, quoi. Et donc la concentration que requiert cette guerre, il faut absolument ne pas perdre d'énergie, ne pas perdre le focus de ça. Et donc ça a des tas de conséquences sur la manière dont on peut vivre, notamment le fameux truc qui est la question que tout le monde pose dans toutes les rencontres qui parlent du Kurdistan. Est-ce que c'est vraiment vrai, en France en tout cas, qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des histoires d'amour entre hommes et femmes au sein du mouvement, etc. Et c'est très dur pour nous de se dire ça, parce qu'on a vu des femmes avec des armes, on s'est dit elles se libèrent, quoi. Et donc en Occident, on se dit une femme libre, c'est une femme qui est libre de ses désirs aussi. Et les choses ne se posent pas du tout en ces termes de l'autre côté. Et donc c'est comment on apprivoise en fait
Comment on se rend compte que notre logiciel n'est pas universel? Absolument, voilà, la cosmologie de l'autre et comment on se provincialise. Voilà. Alors, prochain extrait. Donc, il y a une première personne qui parle. C'est pénible, mais il faut les comprendre. Ils ont Daesh devant, Erdogan au cul, Bachar en embuscade, sans compter les Kurdes d'Irak qui ne les aident pas beaucoup. Il faudra du temps. C'est un peu tôt pour visiter un pays. Et l'autre qui demande. On visite quoi alors? Il réfléchit un instant avant de proposer. Une promesse? Alors cet extrait-là, il se passe donc pendant la délégation au Rojava. Et ce qui est troublant, on va dire, quand on part en délégation, c'est qu'une délégation, c'est vous êtes un peu en touriste, on vous promène, on vous amène à des points, etc. Donc on peut pas éviter une forme de propagande. Et on arrive dans un pays qui n'est pas encore un pays, qui a un projet, mais ce projet, il est soumis, il tente de s'incarner, il est soumis à différentes tensions extrêmement fortes, etc. Et donc il y a un différentiel entre déjà ce qu'on arrive à voir et ce qu'on aurait voulu voir, et puis entre ce qu'on peut voir et ce qu'on avait imaginé, quoi. Et donc comment on se positionne par rapport à ce qui est un projet en fait, ce qui est une utopie au sens un futur configuré mentalement, quoi. Et donc là on est au présent, donc on en est où, quoi. Et donc cette promesse là qui dit on espère tendre vers ça, et forcément ça va se déformer, quoi. Et on s'incarne, donc on se déforme. Et comment on gère cette promesse qui balbutie, voilà. Je trouvais ce terme intéressant parce que une promesse, c'est aussi une utopie. Oui. Et on a l'habitude de voir des utopies dans ce qu'on considère comme des pays plus développés que les nôtres. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'inverse, puisque le modèle à suivre est un pays qu'on a tendance à déconsidérer. Et donc, c'est aussi rappeler que on est complètement obnubilé par une vision du monde qui nous amène à regarder toujours vers les pays dits occidentalisés, les pays dits développés, et que là, tout d'un coup, ça nous oblige à retourner le regard vers autre chose et à se dire que y a des poches de progressisme qui sont ailleurs que là où on a l'habitude de les voir. Bien sûr, et il nous, comment on pourrait dire, il nous fertilise en retour, quoi. Enfin, c'est un fait que toute la gauche, on va dire française en tout cas, suit de près ce qui se fait au Rojava et suit de près le communalisme. Enfin, il y a quelque chose autour des communes, comment ça fonctionne, est-ce que ça marche, comment ça marche, etc., qui est une vraie curiosité, puisque c'est une expérimentation à grande échelle qui n'a jamais été menée comme ça. Donc il faut être attentif pour pouvoir à notre tour tirer des leçons, etc., etc. Et ce que je raconte dans le livre, c'est que au Rojava, on nous parle des autres mouvements révolutionnaires passés. Il s'en inspire, il les réinterprète, il les critique, etc., etc. Donc ça, c'est une chaîne en fait. C'est pas des mouvements séparés. La Commune de Paris, elle est mieux connue par des combattants que moi j'ai rencontrés que ce que moi j'en connais, quoi. Et Thomas Sankara et le Chiapas, etc. Donc il y a quelque chose qui forme une toile, qui s'inspire, qui se pénètre et qui avance en fait, et presque indépendamment de la réussite ou non du projet au présent. Et donc il y a quelque chose, on pourrait dire espérant sur ce plan-là, c'est que les choses sont fertilisées, quoi. Et très très tard dans le livre, j'assiste à ce qui est l'équivalent d'une réunion communaliste, quoi, du côté de Douarnenez en Bretagne. Moi, je suis né à Morlaix, quoi, donc c'est à côté. Et finalement, c'est là où j'assiste à l'affaire, quoi. Avec un ami à moi qui n'a même pas la conscience que c'est ça qu'il fait. C'est juste que lui, il veut savoir s'il peut assister au conseil municipal et pourquoi il y a des artichauts du Pérou au carrefour de Plouhinec, quoi. Et voilà. Alors, je voudrais finir avec un dernier extrait. Gaël m'a souvent raconté l'histoire de ce photographe, correspondant de guerre pour un quotidien français pendant l'Anfal. Un jour, il avait accompagné des mères kurdes fuyant les massacres de Saddam Hussein jusqu'à la frontière séparant l'Irak de l'Iran. La frontière était fermée. Pour sauver leurs enfants, ces femmes paniquées, démentes, avaient jeté les nouveau-nés par-dessus les barbelés. De l'autre côté, les gardes-frontières étaient restés immobiles, et les crânes tendres étaient retombés sur le sol avec un petit bruit d'œufs cassés. Devant ces images insensées, le photographe n'a pas appuyé sur le déclencheur. Il a considéré son appareil, il a repris la route de la vallée. Au premier dispensaire médical, il a dit «
Donnez-moi quelque chose à faire, tenir une perfusion, préparer un pansement, n'importe quoi, mais quelque chose d'utile. Il n'a plus jamais fait de photos. C'est une histoire qu'il m'a racontée une fois, et j'ai pas cessé de lui redemander le nom du photographe, car toujours je l'oubliais, quoi. Et c'est comme s'il y avait une espèce de protection qui fait que je lui ai posé 20 fois la question, chaque fois que je lui refaisais des textos. C'est une histoire qui m'obsède parce que elle illustre le dilemme qui se pose à un certain point, quoi. Quand on s'approche des tragédies, c'est-à-dire plus rien n'a de sens. Et l'art à l'intérieur de ça, qui est une force très diffuse, très lente, dont on peine à saisir la fonction, l'essence, etc., qui s'échappe, paraît souvent à la fois impuissant et puis dérisoire. C'est du sable entre les doigts, quoi. Donc, pourquoi s'accrocher à ce mode d'action? Et il y a quelque chose de l'engagement très très concret qui s'ouvre, en fait. Dire, ok, mais qu'est-ce que je peux faire là tout de suite maintenant? Et pour autant, tout le monde n'est pas fait pour ce mode d'action. Donc, c'est un chemin, en fait, d'essayer de trouver son ou ses modes d'action et de choisir au cours de nos vies lequel on va investir, lesquels on va investir et pourquoi, en fait. Et qu'est-ce que nous, on peut y trouver de durable aussi, quoi. Parce qu'il y a ce mouvement intérieur qu'il faut toujours équilibrer que le mouvement extérieur pour qu'il soit durable. Voilà. Alors, on peut redonner le titre de votre livre, L'homme tempéré. Ça sort aujourd'hui, jour d'enregistrement, donc le 23 août 2023. C'est édité par La Belle Étoile. Et si on veut suivre vos travaux, vos spectacles, comment est-ce qu'on peut être tenu informé? Il y a un site internet, eliguillou.fr. Et il y a une partie agenda dans laquelle je note les rencontres en librairie. Et aussi les lectures publiques, parce que comme j'ai un passé de musicien et de conteur, j'ai monté un spectacle qui dure 1 heure autour du livre, qui est fait de lectures, de récits et de chants, quoi, de chants arméniens, kurdes, turcs, français, autour de ces sentiments, de cette question. Donc on répète eliguillou.fr. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.